En fait, les chiffres sont écrits en toutes lettres, mais le principe de position est là. Il était écrit par la donnée, la seule donnée de 8 chiffres. « 3, 1, 7, 6, 3, 2, 4, 1. » Dans ce texte, il y a aussi un mot qui apparaît, un mot extrêmement important, le mot « sunya », le vide. Ce mot représente le zéro. Shunya. Shunya. Traduit en arabe, cela devient صفر. traduit en latin, Zephyrum. qui donna 0, ainsi, dans de multiples langues, le dernier venu parmi les chiffres, صفر. le zéro, a offert son nom à la collection entière des chiffres. chiffre. 0, Ce zéro, c'est ce qui permet de faire une lecture non ambiguë de chaque nombre. C'est parce que chaque place vaut une certaine puissance de la base que celles-ci n'ont pas besoin d'être représentées explicitement dans l'écriture du nombre. Par exemple, dans l'énumération de position décimale, les 10, les 100 ou les 1000 disparaissent du nom écrit alors qu'ils subsistent dans le nom parlé. Il n'y a plus que des quantités de dizaines, des quantités de centaines ou des quantités de milliers. Pour nous, c'est quelque chose qui est notre pratique. Ça a été une révolution dans l'histoire des hommes. Un autre avantage, plus le nom est long, plus le nombre est grand. Et réciproquement. Comparez seulement avec l'écriture romaine. La numération de position avec un zéro est parvenue à réaliser une correspondance 1 à 1 entre la collection des nombres et celle des noms. La numération de position possède une capacité de représentation illimitée, 10 figures, et 10 figures seulement, autant que de doigts de la main, pour représenter tous les nombres du monde. Les calculateurs indiens, au 5e siècle, et à leur suite, leurs continuateurs arabes, inscrivaient leurs chiffres directement sur le sol, sur la terre meuble ou bien sur du sable. Ou bien, ils avaient composé des planches, ce qu'ils appelaient des planches à poussière. Un peu plus tard, on a raffiné le procédé, les tablettes ont été enduites de cire, il y a eu des ardoises avec lesquelles on inscrivait à la craie.
Et puis, il y a eu le papier. Avec le papier, on pouvait garder mémoire du travail que l'on faisait. C'est-à-dire que si on avait fait une erreur, on pouvait remonter dans le passé de son opération jusqu'à trouver où elle était défectueuse. Ce qui est né avec la numération indienne de position, c'est le calcul par l'écrit. Et l'écrit seul. C'est-à-dire qu'on écrit le nombre et on calcule avec le nom du nombre. C'est-à-dire qu'il a fallu 4000 ans pour passer de compter avec la main à calculer à la main. Ces nombres, dont la réalité est si manifeste qu'on les dit naturels, constituent le domaine de l'arithmétique, qui vient du mot grec arithmos, la multitude ordonnée. Ces entiers naturels, si on les considère dans leur ensemble, qu'est-ce qu'on peut dire d'eux? Plusieurs choses. D'abord, il y a un premier entier. Ensuite, il n'y a pas de dernier entier. Et puis, ils se succèdent en file indienne, donc avec un début et sans fin. Et ils sont dans l'ordre, tellement dans l'ordre qu'ils forment l'archétype de l'ordre. Puisque chaque fois qu'on veut mettre en ordre une série d'objets, on va calquer sur eux cet ordre étalon qui est l'ordre des nombres entiers. Quand on fait cette opération, on dit qu'on les dénombre. Cet ensemble des entiers naturels, le connaître, a été et est toujours l'un des domaines privilégiés du travail des mathématiciens. Cette science des nombres dont parle Platon, qui donne la force de raisonner sur les nombres eux-mêmes sans jamais souffrir qu'on introduise dans ces raisonnements des nombres qui représentent des objets visibles ou palpables. Quels sont les outils à notre disposition pour justement connaître cet ensemble de nombres? Les opérations. Les deux couples d'opérations inverses, addition, soustraction, multiplication, division. Mais surtout, la division. En effet, l'étude des diviseurs est l'un des principaux modes de classification des nombres entiers. Comment chaque entier réagit-il à la division? Est-il divisible par tel ou tel autre? Est-il beaucoup ou peu divisible? « 60. Ah, le 60. Égrenons ces diviseurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60. 12 diviseurs. Et 100. 100, qui est bien plus grand. Ces diviseurs, 100, 50, 25, 20, 10, 5, 4, 2, 1. Pour le nombre 100, 9 diviseurs, 3 de moins donc que 60. Et c'est parce que 60 est beaucoup divisible que l'heure a été divisée en 60 minutes et la minute en 60 secondes. Et le 60 a entraîné dans son sillage son multiple 360, qui a donné les degrés pour la mesure des angles, et celle des arcs, les arcs du cercle.
Et le 60 a entraîné dans son sillage son sous-multiple 12, qui admet 6 diviseurs, alors que 10 n'en admet que 4. Voilà pourquoi la douzaine prend si souvent l'avantage sur la dizaine. Mais la plus simple des divisions, c'est la division par 2. Elle a fourni la première classification. Ce fut le travail de Pythagore et de sa secte, les pythagoriciens, au 5e siècle avant notre ère. D'un côté, les nombres qui sont divisibles par 2, les pairs. De l'autre, les autres, les impairs. L'alternance entre les pairs et les impairs scande interminablement le défilement des entiers naturels et ouvre le chemin à de nouvelles classifications. Cette seule petite différence entre les entiers, les pairs et les impairs, suffit à faire des mathématiques, à émettre des lois, à démontrer des propriétés. Par exemple, quelles sont les opérations qui conservent le fait d'être pair, qui conservent la parité? La somme de 2 pairs est paire. Mais la somme de 2 impairs n'est pas impaire. L'addition ne conserve pas la parité. Multiplication. Le produit de 2 pairs est pair, le produit de 2 impairs est impair. La multiplication conserve la parité. Et c'est parti pour la théorie des nombres, l'arithmétique. La reine des mathématiques suivant la formule de Friedrich Gauss, le prince des mathématiciens qui vécut en Allemagne au début du XIXe siècle. Désarmante et inespérée régularité. Stupéfiante et inexplicable distribution. La deuxième grande classification des nombres entiers concerne ceux qui ne sont pas divisibles du tout. Alors, sauf par eux-mêmes, bien sûr, et par 1. Puisqu'ils ne sont le produit d'aucun autre nombre, ils ne peuvent donc être produits par une multiplication. C'est de là que vient leur nom, les nombres premiers. Euclide, le bon vieil Euclide, le père du livre de mathématiques, le plus célèbre de l'histoire, les éléments, a démontré il y a plus de 2000 ans que quel que soit un entier, ou bien il est premier, ou bien il est le produit de nombres premiers. Cette décomposition en nombres premiers se fait de façon unique. Ce résultat est d'une importance énorme. L'existence et l'unicité de cette décomposition permet d'attacher à tout nombre entier la collection de ses diviseurs premiers, cette collection qui, d'une certaine façon, forme sa signature. Ainsi, les nombres premiers peuvent jouer un rôle de générateur. Leur connaissance seule suffit pour produire tous les nombres entiers. Savoir qui ils sont devient une question centrale pour les mathématiciens. Combien y en a-t-il? Comment se répartissent-ils parmi les autres? Aussi loin que l'on aille dans les entiers, il y aura toujours des nombres premiers. Il y a une infinité de nombres premiers. Et les mathématiciens de caresser ce rêve fou, trouver un dispositif, une formule, pourquoi pas, capable de produire tous les nombres premiers. On n'en est pas là. Mais 1er juin 1999, le mathématicien Nayan Hajratwala est aux anges. Ce nombre qu'il a sous les yeux est le plus grand nombre premier jamais découvert à ce jour. 2, puissance 6 972 593, moins 1. Un nombre long de plus de 2 millions de chiffres.
Depuis les nombres des origines, voués au seul dénombrement, l'Empire n'a cessé de s'étendre, élargissant toujours plus ses fonctions. Long cheminement ininterrompu, où chaque extension marque une transformation déterminante de l'idée de nombre. Se dévêtant progressivement de sa parure de quantifiable, le nombre s'est couvert peu à peu des habits du calculable. Shunya. 0, Lorsque l'on énumère les éléments d'un ensemble, que l'on dénombre une collectivité, que l'on effectue un travail d'arpentage, que l'on détermine une distance, on ne ressent pas la nécessité d'utiliser d'autres nombres que les nombres positifs. Ni les calculateurs babyloniens, ni les calculateurs égyptiens, ni les penseurs grecs n'ont jamais disposé de la notion générale de nombre négatif. C'est qu'il ne pouvait y avoir de notion de nombre négatif, puisqu'il n'y avait pas de notion de zéro. Shunya. C'est pourquoi sans doute, les premiers à utiliser des quantités négatives furent des mathématiciens indiens qui, dès le 6e ou le 7e siècle de notre ère, les employèrent pour les besoins comptables. À l'opposé des biens, qui étaient représentés par des nombres positifs, il y avait les dettes qui s'inscrivaient comme des quantités négatives. Ces quantités négatives vont prendre peu à peu leur autonomie et vont finir par se détacher des circonstances comptables qui ont favorisé leur naissance, pour être utilisées de façon tout à fait générale. Certes, mais il a fallu attendre la fin du XVe siècle, un millénaire après les mathématiciens indiens, pour voir apparaître en Occident des êtres numériques non positifs, auxquels on commença par dénier une existence en tant que quantité réelle, c'est-à-dire en tant que nombre. Descartes, au XVIIe siècle, d'Alembert au XVIIIe, Carnot au XIXe se sont refusés à admettre leur existence. La question est résolue pour les enfants des parkings du début du XXIe siècle. Fraction, du latin fractiones, traduction de l'arabe kasr, rompu. Les fractions sont des nombres rompus. On doit au premier penseur grec, les pythagoriciens du VIe siècle avant Jésus-Christ, la notion générale de rapport de deux entiers.